Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Monsieur Gagnon, décrivez-moi les conditions au Sinter Plant lorsque vous êtes arrivé là, au début des années 50. La première journée que j'ai arrivé là, M. Brown, qui nous avait engagés, était notre dirigeant pour entrer dans le plan du Sinter Plant. Ça, c'était un plan qui avait été bâti 2 ou 3 ans auparavant pour rôtir les concentrés de nickel et de cuivre et pour essayer, si possible, éliminer le contenu de soufre qu'il y avait dans ce... Vous avez choisi de porter un masque lorsque vous travailliez au Sinter Plant, mais c'était pas tout le monde qui le faisait, là, hein? Quand on nous engageait, on nous donnait le besoin de porter le masque pour filtrer la poussière, pour arrêter la poussière de pénétrer dans vos poumons. Hein? Parce que j'ai vu immédiatement le besoin, le danger que cette poussière-là, dans le montant qu'il y avait dans l'air, était pour causer des vies. Mais pourquoi tout le monde ne portait pas le masque? Par rapport que c'était un petit peu mal désigné, puis on vient qu'à s'habituer. Si on est capable de voir le gars à l'autre bord qu'on parle, bien, on est satisfait de ça. Donc, moi, j'ai commencé immédiatement la première journée, quand j'ai vu ça, à dire « Hey, les gars, portez vos masques, hein? Vous allez mourir. Et puis, on m'a traité d'un petit peu d'idiot, hein? Trop bien léger en haut. Et puis, faisant pas de cas, ce gars-là, il était un petit peu perdu, mais seulement qu'il n'est pas gros, puis donc il vous fera pas mal. Mais là, petit à petit, les gars au Sinter Plant, surtout ceux qui ne portaient pas le masque, là, j'imagine, Oui. commençaient à tomber malades, hein? Ils ont commencé à tomber malades peut-être à peu près comme 5 ans après. 5 ans après, puis quand les poumons deviennent pleins de nickel, qui ne se dissout pas, à moins d'avoir les acides les plus puissantes connues à la science, on a des problèmes. À quel moment, M. Gagnon, est-ce que vous avez décidé « je vais les aider, ces gars-là. Je vais aller voir la compagnie, je vais aller voir le syndicat, puis je vais faire de ça mon cheval de bataille. » J'ai commencé immédiatement à prêcher. Puis ça n'a pas été bien reçu par ceux qui écoutaient. La nouvelle a été donnée à M. McConnell, qui était le premier foreman en charge. Et puis il m'appelle à l'office, puis il me dit « Jean Gagnon, il dit, qu'est-ce que tu fais à essayer d'épeurer les travailleurs ici à propos de la poussière dans le plan? » J'ai dit veux-tu me dire que toi, tu n'es pas concerné à propos de ça? Est-ce que je suis le seul? Est-ce que toi, tu es concerné à propos de cette poussière-là? Il dit non. Bien, j'ai dit, c'est la différence entre toi et moi. Moi, je le suis, et puis je fais quelque chose à propos. Je lui ai dit au moins, portez votre masque, gardez-les en bonne condition, et puis ne fumez pas sur l'ouvrage. Dans ce temps-là, tout le monde fumait. J'ai dit, attendez d'être chez vous pour fumer. Parce que à chaque fois que vous aspirez la fumée de cigarette, ça va dans le plus profond de vos poumons. La poussière suit ça. Les gars tombaient malades, mais quel impact qu'est-ce que ça avait sur eux? Comment ils ont vécu ça et comment leur famille vivait ça, l'impact sur leur famille? Premièrement, pour leur donner de l'aide, il faudrait prouver une maladie industrielle. Il faudrait déclarer une maladie industrielle. Mais c'était mon ouvrage, moi, ça. Et puis, je visitais les hôpitaux. J'ai commencé à visiter les 3 hôpitaux de Sudbury 3 jours par semaine. C'est pas facile pour la famille, vous comprenez. Pour la vôtre ou pour les leurs? Mais, de toute façon,
collecté des évidences dans ce temps-là, à mesure que je voyais un gars à l'hôpital, s'il avait le cancer du poumon, bien là, c'est une place à commencer, hein? On savait que les poumons étaient bel et bien, premièrement, impliqués, par rapport que c'est là où la poussière allait avec votre respire. Alors, ils avaient le cancer du poumon, mais il y en a qui ont développé un cancer des sinus également et d'autres problèmes respiratoires. De sinus, et puis de la gorge, et puis plusieurs. Moi, j'ai pogné le cancer du côlon, qui était attribuable cette fois-là à l'amiante. Ce cas-là n'est pas encore réglé par rapport qu'ils me doivent une bataille supérieure par rapport que c'est le gars qui les a coûté 180 millions à venir jusqu'à cette heure. Pourquoi c'était si important pour obtenir de la compensation pour ces travailleurs-là? C'est pour éviter la pauvreté absolue dans la famille. Plus de personne à l'ouvrage. Et puis, s'il y avait une petite pension de l'assurance santé que la compagnie avait, une couple de 100 piastres par mois, chose de même, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis, c'est pas assez pour tenir une famille ou un abri sur la famille. Hein? Vous disiez que vous visitiez les travailleurs malades dans les 3 hôpitaux de Sudbury. Je sais également que vous vous rendiez jusqu'à Toronto pour les visiter là-bas parce qu'il y en a beaucoup qui recevaient leur traitement contre le cancer à Toronto. Vous le faisiez, oui, pour obtenir des preuves et tout ça, mais c'était plus que ça quand même. Vous les appeliez vos gars. Oui, mes boys. Nos boys, voilà. Et puis, tu as lu à propos de mon ami Leblanc, Wilfrid Leblanc, qui était à l'hôpital Saint Michael's. Voilà. Et puis, c'était une journée très, très froide l'hiver, puis une tempête qu'on ne voyait pas ni ciel ni terre. Hein? Et puis, malgré le trafic était arrêté à Pointe-au-Barry, j'ai demandé une faveur au provincial de me laisser aller par rapport que j'avais un homme, là, une victime de cancer, qui il avait hâte de me voir pareil comme un enfant a hâte de voir sa mère quand il tombe malade. Donc, ils m'ont laissé passer. Ils ont dit, oubliez pas qu'il n'y avait aucun aide. Donc, j'ai pris ça comme un oui. J'ai dit merci beaucoup, puis j'ai commencé à avancer et je shake à la tête. Puis vous vous êtes rendu. Je me suis rendu. Et puis, il était bien émotionné parce qu'il avait attendu sur la télévision que le trafic était arrêté. Mais pourquoi c'était important pour vous de vous rendre jusque-là, de risquer votre vie pour aller le voir? C'est dur à répondre, ça, parce que j'étais un petit peu... forcé. Ma conscience me forçait à être là pour eux autres. Petit à petit, vous avez réussi à convaincre Incourt, à convaincre le gouvernement de l'Ontario qu'il fallait absolument compenser ces victimes-là. Vous avez dit que vous avez réussi à avoir presque 200 millions de dollars en compensation. À quel point ça a été difficile de les convaincre? Pourtant, vous aviez les preuves, là. Ça me paraissait assez clair. Oui. Premièrement, j'avais des personnes dans les bonnes places. Et puis, j'avais toujours quelqu'un qui était dans une place pour avancer la chose. Et puis, que ce soit Billy Brown, que ce soit Weir Reed, que ce soit William, Mr. Reed, Mr. Hall, Bill Hall, ou le Dr. Sandy Sutherland, le Dr. Sutherland. J'ai toujours avancé d'un point important à l'autre avec des directions de ceux qui m'aidaient. Weir Reed, Billy Brown, ces affaires-là. Ils me tenaient à aller, me poussant un petit peu. Encore, le point suivant, c'est là, et ça. Et puis, quand j'ai parlé à Bill Hall,
Bien, lui, il connaissait bien le Dr. Master Mario, et puis ils étaient bons amis. Il dit, je m'ai approché du Dr. Master Mario, et puis lui, il va être dans le ministère de la Santé, il va être dans une position pour demander une enquête sur ceux qui mouraient du sintering plant. Toutes ces années plus tard, est-ce que vous croyez que les entreprises comme Inco, que les travailleurs sont plus sensibles, sont plus conscientisés par rapport à la sécurité au travail aujourd'hui? Beaucoup plus qu'ils l'étaient. Sont plus conscients du besoin d'action immédiate quand il y a une méchante condition au travail. Et ça, c'est grâce à vous, en partie. J'espère. J'espère que j'ai fait ma part. Monsieur Gagnon, j'ai 3 secrets à vous demander. Le premier, quel est le secret pour garder la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Détermination, persévérance et puis désir d'accomplir. Deuxième secret, vous et votre épouse, vous êtes mariés depuis plus de 55 ans. Maintenant, quel est le secret d'un bon mariage? Être capable de s'entendre. C'est à peu près la meilleure manière de préserver un mariage. Et le troisième secret que je vais vous demander, elle est très belle, votre pelouse. Quel est le secret d'une belle pelouse comme la vôtre? Beaucoup d'ouvrage. Ça revient à la détermination, encore une fois. C'est ça. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Vous êtes bienvenu.